Bonjour à tous et bienvenue dans cet épisode de fou. Franchement, je pensais pas que ça allait m'arriver un jour, mais on m'a volé 155 000 euros. Oui, je répète, on m'a volé, arnaqué, fraudé 155 000 euros. Et bien évidemment, si tu t'y connais un peu en immobilier, que tu as déjà entendu des mauvaises histoires, des sales histoires, ça s'est passé au niveau des travaux. Et c'est lunaire. C'est lunaire parce que voilà, j'ai quand même un peu de bouteille, hein. Je suis pas non plus le dernier des cons, on va dire ça comme ça, mais ça m'est arrivé. Et donc, je vais te raconter cette histoire. Alors, cette histoire, elle est folle. Franchement, tu vas pas en revenir. Surtout la fin, on est dans quelque chose de lunaire. Franchement, c'est un truc de fou. Alors, tu vas voir, je vais pas mal regarder ici vers le bas. En tout cas, si tu me regardes sur YouTube, parce que j'ai pris pas mal de notes. Je voulais être le plus complet possible. C'est quand même une histoire affreuse, voilà, affreuse. Se faire, tu vas voir que le projet immobilier là, il est mis à mal et ça pourrait mettre à mal beaucoup de choses et tu vas le découvrir pourquoi. Mais pour moi, c'est vraiment, j'ai hésité à faire cet épisode. Voilà, je vais être très transparent, comme toujours dans mon podcast. J'ai hésité à le faire parce qu'il y a ce côté un peu, c'est Florent, le fondateur du club, il s'est fait avoir. En fait, il est pas si doué que ça. Mais bon, il s'avère que beaucoup de gens en fait ont envie d'avoir un peu les coulisses de ce qui se passe. Hein. Voilà, les réseaux sociaux on montre toujours ce qui marche, ce qui va bien, ce qui est cool. Moi, je pense pas qu'on est dans cette vibe-là. À chaque fois qu'on fait les études de cas, on explique toutes les galères, toutes les emmerdes qu'on a eues. Mais bon, voilà, je voulais aussi montrer que parfois les emmerdes, elles vont très très loin. Très très loin, tu vas vraiment voir, c'est un truc de fou. Et je voulais vraiment aussi, surtout, c'est surtout ça qui m'a motivé à faire cet exercice-là, de faire un épisode d'intérêt public sur nos amis, les entrepreneurs en travaux qui sont des putains de fraudes et qui détruisent les rêves de certaines personnes. Donc voilà, je voulais, au fil de cette vidéo, j'espère pouvoir te donner quelques bonnes pratiques pour pas te faire niquer en fait, comme je me suis fait niquer, soyons honnêtes. Alors tu vas voir que je vais peut-être un peu moins me contenir dans cet épisode, être un peu moins lisse que d'habitude, parce que là c'est très émotionnel. On parle pas de 10 000, 20 000, 50, non 155 000 euros, c'est une somme de fou. Avec ça, on achète une maison en fait. Donc c'est assez ouf. Et donc oui, j'ai la haine, je suis dégoûté, et donc ça me permet aussi un peu de sortir ça. Donc, tu m'excuseras mon langage un peu châtié si parfois je dérape, mais mets-toi à ma place, c'est assez évident. Alors, je vais t'expliquer la triste histoire de ce deal qui est encore en cours, bien évidemment, et je le fais ici à chaud, hein, pour pas oublier, parce que si je fais ça dans un an, j'aurais oublié la moitié des choses. Et donc, je vais te dresser le portrait de notre arnaque et de notre arnaqueur, bien évidemment, et tout expliquer dans cet épisode. Alors, on va remonter le temps. Là, je tourne ça, on est le 23 avril 2025. On va remonter le temps en 2024. En 2024, avec Maëri, on lance la guilde. On organise, c'est un mastermind assez évolué, avec des gens qui ont un peu de bouteilles, pas tous, mais la plupart. Et le but, c'est vraiment de faire des deals en achat-revente en association. OK ? Et donc, voilà, c'était réunion une fois par mois. On a mis ce projet-là en pause. Si tu cherches quelque chose un peu de similaire, c'est le club Prestige pour le moment qu'il va falloir regarder avec un lancement ici en septembre. Ça va être un peu la renaissance de la guilde, mais différente. Alors, la guilde, on organise des sessions. Il y a des marchands de biens, des apporteurs d'affaires qui viennent présenter des biens. Puisque c'est le but de trouver des bons deals et de faire de l'achat-revente avec. Et il y a un certain Nicolas C. Alors, par décence, je vais pas citer son nom de famille entier, mais Nicolas C. de Liège qui vient présenter des biens à plusieurs reprises. Et on fait même des visites avec lui. Il présente bien, il est très sympathique, il est investisseur lui aussi, et il a aidé un membre de la guilde
à rénover 2 colocations avec des travaux qui ont été bien faits. Hein. Le membre de la guilde montre les travaux, voilà, très très satisfaisant. Il en parle en bien, donc il le recommande. Donc forcément, il y a déjà cette confiance. On passe avec lui, il vient 2 fois, il me semble, et on fait toute une journée avec lui où il a plusieurs biens. Il en a 4-5 du côté de Verviers, Liège, Lonzen, Eupen, et on fait une journée avec lui, on visite, voilà, on réseaute. Il est très sympa et vraiment, on se dit ok, super. Et donc, on visite plusieurs deals et il y en a un qui en tout cas, qui attire mon attention. C'est un deal du côté de Eupen, Lonzen, Welkenrad, enfin, voilà, cette zone-là. Et c'est un deal ici qui est affiché, en tout cas que lui propose, hein, parce qu'en fait, lui, il fait des offres sur des deals et puis il cède les compromis. C'est un truc un peu avancé, mais ça se fait et il prend une commission au passage. Et il le propose à 240 000 euros, plein centre, donc très très bien situé. Faut tout refaire, bien évidemment, et il y a surtout un permis d'urbanisme. Il y avait 7 logements, voilà, c'était un peu des clapiers à lapin, et la commune dit OK pour 4, et donc faut faire les 4 selon les plans qui ont été acceptés. Donc le permis est accepté, donc vraiment bon deal. Il y a 20 000 euros de commission, donc voilà, ça c'est assez standard dans les off-market, les commissions, si tu ne le sais pas encore. Et on fait le tour parce que en plus, ce qui est dingue dans l'histoire, c'est que Monsieur C a une société de rénovation. Et en fait, le deal, c'est que il te donne les biens à rénover, mais la condition sine qua non, c'est que il prend une com déjà et c'est lui qui fait les travaux. Bon, c'est une pratique qui est pas courante, mais qui se fait dans le off-market. On connaît des gens qui font ça, donc voilà. Et puis, les travaux, il les a bien réussi chez notre ami membre de la guilde. Voilà, donc on se dit bon, ok, tout est au vert. Le deal à la revente, si on applique le permis des 4 unités, on peut dégager entre 300 à 350 000 euros de plus-value. Donc, bien évidemment, c'est super intéressant. On fait nos devoirs. Alors là, c'est premier tips pour toi si tu débutes. On fait nos devoirs. On va à ce qu'on appelle la BCE, la Banque Carrefour des entreprises. On utilise le BCE Search et on regarde son numéro d'entreprise et tout est au vert. La société se passe bien. Moi, je vais même un peu plus loin. Je vais regarder ses bilans à la NBB. Bon, voilà, c'est pas foufou, mais on est dans le vert. On a un bénéfice qui est correct. Donc voilà, tout est OK. Alors pour ce deal-là, le principe de la guilde, c'était de s'associer ensemble. Je m'associe avec 2 membres de la guilde, qui sont maintenant des amis, voilà, et qui l'étaient déjà même avant, pour surtout un qu'on se connaît depuis déjà quelques temps. Et puis voilà, on fait le deal à 3, et l'idée c'est que chacun amène 50 000 de fonds propres, et le reste est financé par un financement bancaire, hein, ce qu'on appelle un straight loan, c'est sur 24 mois. Voilà, c'est un crédit assez spécifique pour faire de l'achat-revente. Et faut aussi savoir que c'est un deal c'est pour ça que c'est un bon deal aussi en off-market. C'est une liquidation judiciaire. Il y a une faillite personnelle de certains propriétaires. Donc c'est un peu le bordel. Ça doit passer devant le juge. Donc ça prend beaucoup de temps. Je crois qu'on signe ça, l'offre ici. Enfin, oui, on signe l'offre vers avril, mai 2024, et au final, on en deviendra propriétaire en novembre. Parce que la lenteur du système judiciaire belge, surtout dans l'immobilier, fait que ça prend beaucoup de temps. Alors, on paye assez rapidement parce que nous, on avait une idée en tête. Et là, vraiment, là, c'est ça qui nous a joué des tours. Donc ça, c'est personnel, mais je te le partage. C'est qu'on voulait aller très vite. Parce qu'un straight loan, ça coûte très cher. Donc, on va créer une ligne de crédit pour faire de l'achat-revente, ça coûte excessivement cher. Et donc, plus vite on solde le bien, plus vite c'est rentable. En fait, moins on paye le crédit, c'est évident, parce qu'on paye que des intérêts, il n'y a pas de capital. Donc, on voulait aller vite. On lui a dit, on veut aller très très vite. Et donc, on se met d'accord pour donner rapidement, à peu près, j'ai plus les sommes exactes. Hein, tu m'excuseras parce que il s'est passé tellement de choses dans ce truc. Mais on donne, je crois, entre 40 à 50 000 euros à nous trois, hein, encore une fois, pour pouvoir acheter les marchandises rapidement. Le deal ici, comme souvent dans n'importe quel corps de métier, il demandait 30-35% d'acompte pour pouvoir acheter les marchandises et démarrer le chantier. Et c'est là où il y a eu déjà un truc qui va pas aller, tu vas comprendre plus tard. Mais c'est pour donc 30-35%, c'est classique, surtout sur des plus gros montants, comme le cas ici. Parfois même ça tombe à 20-25, mais c'est pour acheter les marchandises et démarrer le chantier. Il y avait pas ici c'était à peu près 75 qu'il fallait.
1000 euros ou 80 000, les 35%. On donne déjà 50, encore une fois. Et c'était pour acheter des marchandises et pouvoir démarrer vite. Et un truc qu'on voulait qui aille vite, c'était les châssis, parce que les châssis et la toiture. C'est ces deux postes-là qui, en général, se font assez rapidement et qui coûtent quand même à décaisser en marchandises quand même, voilà, assez conséquent. Donc voilà, nous, on lui a dit, on veut aller vite, on veut aller vite, on veut aller vite. Et ça nous a joué beaucoup de tours. Donc si je pouvais te donner un conseil ici, c'est bien d'aller vite, mais aller vite et mal fait et se faire entuber, c'est dangereux. Parce qu'en fait, aller vite, si tu tombes sur des gens comme le fameux Nicolas C, en fait, ils vont te la mettre dans l'os parce qu'ils vont se dire, OK, il veut aller vite, je vais lui pomper son fric au max et puis je vais me barrer avec. C'est ce qui s'est passé, tu vas le comprendre. Et donc, on devient propriétaire en novembre et on lui avait déjà donné quasiment à ce moment-là, en fait, les 50 000 et pour pouvoir commander les marchandises et tout. Et donc, il va réclamer assez rapidement 50 000 de plus. Donc, on arrive déjà à 100 000. Alors, moi, je suis un peu deg. Voilà, ici, ça a été aussi le truc, on est à 3. On lui donne rapidement les 25 000 restants pour arriver aux 35%. Je crois que c'était 25 ou 30 000 restants pour arriver aux 35% pour qu'il commande ses marchandises, entre guillemets. Et puis, il demande en plus 20 000, ce qui est la commission. Alors là déjà, moi j'étais un peu deg. Je vais être honnête, j'étais deg. C'est moi qui faisais le paiement. Parce que faut bien que quelqu'un le fasse dans les trois. Et j'ai pris beaucoup de temps à la payer cette com-là parce que j'étais assez deg. Et je me dis, je connais d'autres marchands de biens qui travaillent avec des coms, qui font aussi la rénovation. Et en général, ils la demandent en fin de chantier, quand tout est clean, quand tout est propre. Et là, lui, il la demande upfront, direct. Et là, je me dis, putain, c'est quoi ce bordel? 20 000 euros, c'est une somme énorme. J'ai pas envie de lui filer. Et puis, il me dit, oui, mais si, c'était prévu comme ça. Non, alors c'était pas du tout prévu comme ça. On n'a jamais mis ça par oral, par écrit. Donc j'étais très deg. Mais bon, finalement, la pression du groupe, voilà, il dit oui, mais si on me donne pas ça, moi je peux pas avancer, je veux pas avancer. Il commence à faire un mini chantage. Et donc on donne les 20 000. Donc on arrive quasiment à 100 000 euros assez rapidement en fait, quasiment, début du chantier, 100 000 euros qui est déjà donné. Alors déjà là ici, il y a un premier red flag qui est énorme comme red flag, mais de toute façon c'est toujours facile, c'est toujours facile de donner son avis de manière rétroactive. Ah oui, en fait, t'es con, Florent, t'aurais dû le savoir, tu vois. Non, ça marche pas comme ça. Je suis désolé de vous le dire. Quand on est dedans, en fait, on se rend pas compte. Et pourtant, on était 3. Et mais encore une fois, n'oublie pas, on voulait aller vite, vite, vite. Nous, on voulait démarrer en novembre et boucler ça pour juin. Donc 8 mois de travaux, c'était un gros chantier, mais ça tenait la route avec une bonne équipe. 8 mois de travaux, donc on voulait aller vite. Et donc on a été un peu moins regardant, on va dire ça comme ça. Et donc déjà premier red flag ici, c'est qu'il nous envoie des factures depuis le début avec 2 sociétés. Alors déjà ça, notez-le bien, c'est illégal. Voilà, je l'ai appris plus tard, parce que bien sûr vous en doutez bien, c'est parti en sucette et c'est parti je vous dirais avec des avocats. Mais l'avocat il nous a dit déjà ça c'est illégal. Voilà, c'est illégal, il peut pas faire ça, c'est interdit. Vous avez signé avec une boîte X un devis, vous devez avoir des factures que de la boîte X. Et lui, il nous donnait des factures de la boîte X et de la facture de la boîte Y, alors qu'on n'avait pas signé avec la société Y. Et il nous disait oui, mais c'est pas grave, machin. Au final, ça revient au même pour vous. Donc, il nous endormissait. Il était très très fort. Franchement, c'est un maître arnaqueur. C'est quelque chose. Il est très bon le monsieur. C'est souvent les meilleurs, ceux qui parlent bien, qui vous endorment. Là, voilà, il était très 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 fort avec ces 2 boîtes. On se dit bon, nous on s'en tape en fait. C'était ça notre réflexion. Tant que t'avances, nous, ça ne regarde pas, tu vois. Alors voilà, si ça aurait dû nous regarder, on aurait dû dire, écoute, ça c'est pas possible, ça ne marche pas comme ça. On a signé avec X, on donne X. Et donc ça c'est un gros conseil. Pas si vous signez un devis avec une boîte qui s'appelle Rouge Pomme, toutes les factures c'est Rouge Pomme et pas vert soleil, ok. Très 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 important. Donc là, déjà, on est début novembre. Ok, nous, on se dit, il y avait aussi le deal que il allait démarrer la démolition assez rapidement, et c'est pour ça qu'on lui avait donné aussi de l'argent pour démarrer la démolition. On arrive novembre, fin novembre, on signe, il se passe rien. La démolition, n'a quasiment pas démarré, il s'est rien passé. Et puis on arrive en décembre, c'est les vacances, congé du bâtiment, 3 semaines, on fait rien, désolé, machin. Bon, ok, super. On se retrouve mi-janvier, les travaux démarrent enfin.
alors que c'était pas du tout le deal à la base, mais bon, on avait déjà donné 100 en cas, donc on se dit bon, on est un peu dans la merde. Voilà, il faut que ça avance maintenant. Et là, on arrive en janvier, le chantier il est lent, quoi. Ouais, putain, il est vachement lent. On se dit bon, la démolition, elle démarre, mais elle est partielle. Il y a 4 unités. Imagine le logement comme tu rentres, t'as un appartement à droite, un appartement à gauche, t'as un couloir bien évidemment gauche-droite. Tu montes, en fait après là t'as 2 triplex qui doivent être créés. Donc t'as un côté gauche, un côté droit, et puis tu remontes encore. C'était anciennement où il y avait les combles, et alors là on doit séparer tout. On arrive de la démolition, on passe sur chantier, bien évidemment. Alors, c'est loin pour tout le monde, mais on se dit qu'on va y aller quand même très régulièrement, au moins une fois tous les une semaine, 10 jours. Et puis, la démolition, en bas, ils ont rien tapé, ils ont rien branlé. Et en haut, on arrive, au premier étage, ils ont commencé à démolir, mais il y a rien qui est évacué. Et on arrive dans les combles, ouais, là, c'est un peu démoli, mais bon, ça peine, quoi. On se dit putain, on a lâché 100K, c'est quoi ce truc là, quoi. On est franchement, ça aussi encore une fois le problème du groupe. Si un jour t'investis en groupe, il y a vraiment ce côté de savoir prendre du recul et faire vraiment les choses bien. Là, on les a pas bien fait. Là, on se disait, je pense que tout le monde s'est dit, c'est quoi ce bordel en fait. Ça n'avance pas, c'est vraiment de la merde. Et on se dit bon, ok, tout le monde se l'est dit, je crois, intérieurement. Mais quand on se disait voilà, qu'est-ce qu'on fait, c'est vraiment pas terrible, on essayait de garder d'être optimiste et de dire bon, allez, ça va aller, ça va avancer. Et donc voilà, la démolition partielle, c'est vraiment pas fameux. Et en fait, là, il va commencer à nous expliquer, et de janvier jusqu'à mars, il va nous sortir toujours le même refrain. Bon, les gars, vous voulez aller vite, il faut payer les hommes. Moi, j'ai acheté les marchandises, vous m'avez payé ma com, mais maintenant j'ai besoin de payer les équipes, et donc j'ai besoin d'argent. Et donc, il va commencer à nous réclamer des 10 000, des 20 000. Nous, on n'est pas du tout chaud, quoi. On lui, après beaucoup de négociations, on lui donne 10 000 de plus. On arrive quasiment à 110, 115. Et puis là, la chose avance. Ça commence à bouger. Fin janvier, on passe sur le chantier. Ils ont un peu démoli en haut. Au premier étage, ils ont commencé à démolir, mais il y a rien qui est viré. Au rez-de-chaussée, il y a rien qui a été tapé. Hein. Ils ont cassé un demi-plafond, quoi. Vraiment, rien de rien. Et donc, on passe fin janvier. Ils commencent fin janvier à isoler le toit. Et on se dit, isoler le toit, ok. Alors, dans l'équipe, dans les associés, il y en a un, il a l'habitude, hein, il est dans le milieu du bâtiment. Il dit, pourquoi vous isolez ça comme ça enfin, vous faites n'importe quoi, en fait. Parce qu'en plus, la toiture, faut la refaire. Et vous isolez là de l'intérieur, mais la toiture n'est pas refaite. Et donc, pourquoi vous isolez déjà alors que vous refaites pas la toiture? Et puis là, il y a les hommes sur le terrain qui disent oui, mais non, nous on a toujours fait comme ça. Nicolas qui dit nous on fait toujours comme ça. C'est notre méthode, c'est ci, c'est là. Enfin, tout ce qu'ils faisaient en fait, c'était de la merde. Et en fait, ici l'associé qui s'y connaissait, il dit c'est quand même bizarre. Lui il le sentait, il dit c'est quand même bizarre leur méthode. Mais bon, voilà, il disait nous on a toujours fait comme ça. Bon, ok, chacun a sa méthode, mais il n'était pas du tout convaincu. Donc il commence à isoler le chantier. Je me rappelle, on passe avec Sandrine sur le chantier. Franchement, une équipe qui n'inspire pas du tout confiance. On arrive sur le chantier, on se dit ils sont censés être 3-4. On arrive sur le chantier, ils sont 2. Il y en a un qui est un peu vaillant, l'autre c'est un jeune. Voilà, on sent qu'il est pas là par gaieté de cœur. Voilà. Et l'isolation, elle avance péniblement, quoi. Le mec essaie de nous montrer oui, ça va avancer, mais on se dit bon, vous deviez être 4 et là vous êtes que 2. Déjà, c'est quoi ce bordel, quoi. Et donc déjà, on se dit c'est bizarre. Et ma femme Sandrine, hein, voilà, qui a beaucoup d'intuition, elle ressort de là, elle dit c'est glauque. Et elle a raison. Elle a beaucoup d'intuition. Et moi aussi, je me dis c'est un peu bizarre, mais bon, moi, voilà. Mais elle me dit direct c'est glauque. T'as pas vu c'est quoi ce truc-là, c'est quoi ces gens. Regarde sur nos chantiers à Dinan avec notre partenaire du club, c'est un truc de fou. T'as vu les gens, ils arrivent, ils sont carrés et tout. Là, c'est n'importe quoi, tu vois. Elle me dit ouais, mais moi j'essaie de garder le cap. Je dis bah non, ça va aller. Les juge pas si vite, tu vois. Mais au fond d'elle, elle a raison. Hein, elle a raison. Mais moi je me voile la face. Clairement, je me voile la face. Donc si un jour elle écoute ça, elle sera contente de l'entendre parce qu'à l'époque je me voilais la face. Je dis non, ça va aller. Mais elle a raison en fait. Objectivement, si on est de manière rétroactive, elle avait raison. Il y avait que 2 personnes, il aurait dû en avoir 4. Et c'est ce qu'il nous avait promis le Nicolas, qui est 4 personnes non-stop pour avancer. C'est pour ça qu'il avait encore réclamé 15 000.
qui va encore réclamer à peu près, je sais plus exactement les sommes, mais 25-30 000 sur les 3 mois suivants, c'est parce que il faut payer les hommes, tu vois. Et donc bon, voilà, on passe là, on se dit bon, voilà, on arrive fin janvier, c'est pas terrible, même si ça commence à bouger, mais on se dit quand même, en tout cas Bertrand, enfin ici un des associés, qui a beaucoup de bouteilles, il commence à dire bon, et les châssis sont où quoi? Gros, on t'a donné à peu près 100 k assez rapidement pour commander toutes les marchandises dont la toiture des châssis. Où sont les châssis? C'était pour ça. C'était pour ça. Et en tout cas, il le dit. Il le dit pas encore à Nicolas, mais il nous le dit. Il nous dit ouais, c'est quand même bizarre les châssis et tout. Enfin voilà, il nous dit ça. Alors, si mes 2 associés et Sandrine, juste, hein, voilà, parce que ça, il y a des chances qu'ils écoutent cette vidéo. Il y a peut-être des choses que j'ai pas tout redit dans le bon ordre, mais ça aurait été trop complexe. Moi, je dis les grandes lignes. C'est possible que l'histoire des châssis, on y ait pensé en février et pas fin janvier. Mais bon, il y a tellement de choses dans ce truc-là. Et donc, pour revenir à nos moutons, les choses avancent très lentement. On n'est pas du tout satisfait, mais il revient encore en février avec sa sérénade. Les choses avancent très lentement, trop lentement en février, comme je mets ici. Et puis, il y a aussi un autre truc qui est très bizarre, nouveau red flag assez important, c'est il y a des changements de compte. Alors, au début, on payait sur un compte X, on va dire, et puis là, bizarrement, il nous demande de payer sur un compte Y. Alors, on se dit, c'est bizarre quand même cette histoire. Alors, il nous enfume encore avec des trucs, oui, mais non, j'ai eu un problème, machin, c'est plus facile pour moi, pour faire jouer. C'est un enfumeur professionnel, vous l'avez compris ici. Voilà, et donc il nous enfume, il nous dit oui, mais non, vous inquiétez pas, ça change rien pour vous, ce qui est vrai, ça changerait pas grand-chose pour nous, mais il y a quand même ce changement de compte. Et là, je te le dis, voilà, red flag. Si ça change de compte en cours de route, alerte rouge, ne fais un gros, enfin, fais gaffe quoi, fais gaffe. En tout cas, nous on aurait dû faire gaffe ici. On se dit c'est vraiment bizarre. Et donc, il a changé 3 fois de compte. Et la 3e fois, là, on s'est dit, putain, ce sera en mars. Et là, ça puait vraiment. Tu vas comprendre pourquoi. Mais donc, on se retrouve en février. Nous, on se dit, le chantier, c'est quoi ce bordel, quoi? Ça fait maintenant 1 mois et demi qu'il a démarré. Ils ont même pas fini l'isolation du toit par l'intérieur, quoi. Et ils ont commencé en février. Ils commencent à monter les cloisons. Voilà, super. Ça nous fait une belle jambe. Ils commencent à mettre les cloisons, l'électricité, les sanitaires du dernier étage. Ils ont toujours pas bouclé la démolition du premier et du bas, là, rien n'a démarré. Ils commencent à monter quelques cloisons vers la fin février, enfin mi-février, 3e semaine de février, fin février. Et bon, on se dit c'est quand même bizarre. Et puis là, on revient avec les châssis, quoi. On lui dit et la toiture. On lui dit c'est quoi ce bordel? C'est quand même ça qui aurait dû être fait direct. On a payé pour ça rapidement. Et là, on va le confronter. On va faire un call avec lui. Et voilà, encore une fois. Tout mielleux, tout ce qu'on peut imaginer, la sérénade des excuses. Quand les entrepreneurs en travaux commencent à vous balancer des excuses à tout va, les amis, ça sent pas bon. Et là, il a sorti une excuse qui est vraiment pour moi un red flag. Ça devrait être l'excuse red flag par excellence. Oui, la société de châssis avec laquelle je bosse, elle a fait faillite. Elle a fait faillite, c'est la galère, c'est le problème. Et là, je suis dans la galère, je suis en train de chercher une nouvelle société de faillite, alors qui n'a pas fait faillite. Et moi, je me fournis en Roumanie parce que c'est moins cher. Ils ont perdu, enfin la compte est bloquée, enfin c'est la galère, machin. On lui dit nous, on n'a rien à battre en fait, gros. Déjà, enfin la société elle a fait faillite quoi depuis novembre. On est assez vénère. Mais bon voilà, il arrive encore une fois à nous endormir, à nous enfumer. Et bon, on avance quoi. En tout cas, on le confronte. Voilà, il est pas serein, mais il est là au moins. Et il faut le temps pour arriver à l'avoir, mais on le confronte. Et donc, on continue entre fin janvier, février. On lui dit, écoute, ça n'avance pas assez vite. Nous, on veut aller beaucoup plus vite. Et alors, il nous lâche le truc. Lui, il a vu l'opportunité. Il a dit, vous voulez aller plus vite? C'est possible. Je peux passer de 3 hommes, 4 hommes à 6-7 hommes si vous me donnez plus. Mais alors, si pour mettre plus d'hommes, il faut payer plus. Et alors, c'est les derniers milliers d'euros qu'on va lui donner, c'est basé sur ce postulat-là d'aller beaucoup plus vite, d'aller plus vite. Et donc voilà, on va lui donner encore pour arriver à 155, je sais pas combien il manque, sur de janvier jusqu'à mi-mars. On va lui donner, je crois, 30, 40 000, je sais pas combien il reste, avec ce truc de oui, on veut aller plus vite. Et donc voilà, en fait, soi-disant, l'argent, c'était pour payer ses hommes. Oui, mais moi, si vous me donnez pas ça, les 10, 20 000 par mois, je sais pas payer mes hommes. On aura appris à posteriori, bien évidemment, quand tout est parti en sucette, qu'en fait, ces hommes, ils lui ont payé
à ces hommes à tout casser 10-15 000 sur les 155. Bien évidemment, eux aussi sont lésés, donc il a entubé tout le monde. Hein. Alors là, après, je vous dirais, il a entubé pas que nous, il y a eu plein de gens qui ont été entubés. C'est souvent le cas, hein, voilà, quand un truc comme ça s'effondre. Et donc, on revient à nos moutons, on arrive en mars, vous l'avez compris, comment il continue à sucrer des acomptes avec la logique de faut payer mes hommes, si vous les oui, mais si vous les payez, si vous me payez pas, je sais pas les payer, ils veulent plus venir travailler, c'est pour ça que ça n'avance pas. Toujours des trucs comme ça, toujours des excuses pour arriver à nous retourner le cerveau, de dire bon voilà. Et puis nous on se dit bon putain il y a rien qui avance. Et alors ils nous promettaient oui mais quand vous aurez tout payé tout sera fini, vous inquiétez pas, je gère. Et donc bah nous à chaque fois on se dit bon on est un peu dos du mur là. Hein. Je veux dire on n'a pas de critères objectifs pour arrêter tout. On lui a déjà donné beaucoup. C'est toujours le problème en fait quand on commence à donner beaucoup. Ben en fait il faut savoir prendre ses responsabilités et dire stop, on arrête tout et on bloque tout. Et honnêtement c'est ce qu'on aurait dû faire. À partir de novembre, enfin de janvier, on aurait dû dire, écoute, on arrête tout, on t'a donné 100 000, tant qu'il n'y a pas eu pour 100 000 euros de travaux, tu vas te faire foutre. Et on aurait dû lui dire et stopper tout et arrêter tout. Et ça aurait été la bonne solution. Voilà, si vous me demandez, voilà, qu'est-ce que j'aurais dû faire, qu'est-ce qu'on aurait dû faire, on aurait dû dire, on arrête tout, on t'a payé 35%, avec la com, on va dire 100K, tu vas faire pour 35% de travaux. Et il y aura plus rien qui bougera et qui sortira jusqu'à nouvel ordre. C'est ce qu'on aurait dû faire. Et c'est si un jour vous êtes dans cette situation-là, c'est ce que vous devez faire. Pour 35% de travaux payés, il doit y avoir pour ce montant-là de travaux, en tout cas à peu près réalisés. Ok, même si si sur 75 000, il y a 50 000 euros de travaux qui est fait et 25 000 de marchandises qui sont dans le stock. Ok, mais là il n'y a pas un bal de travaux qui a été fait. Il y a peut-être pour 10 000, 15 000 euros de travaux en tout qui ont été faits. Donc voilà, ça c'est un conseil que je vous donne si vous êtes dans notre situation, que le mec vous siffle des acomptes à tout va. Non, non et non. Il vaut mieux stopper tout et arrêter l'hémorragie que aller jusqu'où on a été. Alors voilà, nous on a arrêté l'hémorragie, mais je pense qu'on aurait pu économiser 50 000 euros assez facilement si on avait été ferme, qu'on lui avait dit, écoute, tu vas aller te faire foutre, on t'a donné 35%, maintenant tu vas faire pour 35% et t'arrêtes tes conneries. Ce qu'on aurait dû faire. Encore une fois, quand on est à 3, c'est pas facile. Quand il y en a un qui est pessimiste, l'autre est optimiste, l'autre qui est optimiste arrive à convaincre le pessimiste et ainsi de suite. Celui qui a un peu plus de leadership va convaincre celui qui en a le moins. Et voilà, c'est ça là aussi, c'était une des problématiques dans cette chose-là. Et voilà. En tout cas, pour revenir à nos moutons en mars, c'est là que tout va s'effondrer, tout va s'affoler vers la fin, on va dire je crois que c'est mi-mars, fin mars. Alors tout est toujours très lent. Pour ce qu'on a payé, là on commence à flipper. Franchement, là on est beaucoup moins serein. On se dit putain il y a un problème. Il y a un problème. C'est pas normal que de février à mars on a encore lâché un bon paquet. Il y a rien qui bouge. Ils ont monté trois cloisons. Ils ont fait 3 saignées. On se dit il y a un sacré problème. Et alors mi-mars. Là, on va le confronter. Ce sera la dernière fois qu'on va pouvoir avoir accès à Nicolas C. Hein. On va pouvoir le confronter sur WhatsApp. Et là, conversation hyper bizarre. Ma femme, encore une fois Sandrine, hein, qui a beaucoup d'intuition, beaucoup plus que la moyenne du commun des mortels. Direct. On fait l'appel. Elle me dit, vous verrez pas ici, mais sur la vidéo vous verrez. Elle me dit, regarde, il est comme ça. Et en fait. Les gens qui sont comme Sandrine, hypersensibles, qui ont beaucoup d'intuition et beaucoup surtout d'intelligence émotionnelle, voilà, c'est le terme. Elle le sent direct que dans son ton de voix, il est fébrile. Et moi, je m'en rends même pas compte. Les deux associés non plus. Mais elle le voit direct, dès les premières minutes, premières secondes, elle le dit direct. Elle me dit là, il y a un problème. Elle me dit, parce qu'elle est en face de moi, elle me dit il y a un truc qui va pas. Et en fait, là, c'est vrai qu'on sent qu'il n'est pas du tout serein. Il est pas très clair dans ses explications. On lui dit c'est quoi ce bordel, ça avance pas, mec, on t'a donné 155K, qu'est-ce que c'est que ce foutoir? Il nous dit oui, je suis en Roumanie, je suis en direct avec la société qui a fait faillite, j'essaie de récupérer mon acompte, mais là si je récupère pas mon acompte, je sais pas recommander des châssis. Il nous dit oui, hein, pour 15 000 euros d'acompte pour les châssis, donc faudrait peut-être me donner les 15 000 euros. Enfin, il essaye encore. Le mec essaye encore de nous enfumer, de nous dire il faut me donner 15 000 euros pour recommander les châssis. Mais vous vous rendez compte du foutage de gueule en 4K du truc? Le mec n'a aucune limite. C'est une folie. Et on lui dit non, là, on a changé. On s'était mis d'accord.
de se dire on arrête tout. On est prêt à arrêter tout, à stopper tout. On aurait dû le faire à 100 000, on l'a fait à 155 000. On en était prêt à tout arrêter, à tout envoyer péter et dire on met tout à l'arrêt. On met tout à l'arrêt, on s'en fout du straight loan, du machin, plus rien à battre. On arrête tout, il n'y a plus rien qui bouge, il n'y a plus rien qui sort tant que on n'avance pas là-dessus. Et donc là, la conversation va être super longue. Je crois qu'elle va prendre 20, 30, 45 minutes. Il va commencer à nous raconter ses soucis, qu'il y a des problèmes avec la société en Roumanie, qu'elle a fait faillite, que machin. Il nous réclamait encore 35 000 euros. Et on lui dit, non, là, mon gars, tu rêves tout haut. On est d'accord. Après, vous voyez, encore une fois, pour vous dire à quel point le mec est bon, hein. C'est un putain de manipulateur, un putain d'escroc. Il arrive, on passe de 35 000 qu'il voulait encore, soi-disant, pour aller vite, pour machin, toujours les mêmes conneries. On arrive à 10 000. Et là, encore une fois, il change de compte. Donc là, le call se déroule. Là, on se dit, c'est bizarre. On se dit, c'est bizarre. On fait un call à nous trois après, et on se dit, il y a un truc on a tous ce feeling, dont Sandrine qui est encore beaucoup plus sharp, qu'il y a un truc qui cloche. Il y a un truc qui cloche de fou. Il nous demande 10 000 pour continuer le chantier parce que sinon, machin, on est à contre-cœur, on lui envoie sur un nouveau compte qui est en Lituanie, Revolut. Hein, ouais, bonjour l'arnaque. Là, on aurait dû dire non, un compte belge ou rien. Et on envoie les 10 000 sur Revolut. Et là, merci univers. Alors, c'est pas grand-chose sur la somme en jeu, mais 10 000 euros. Les 10 000 euros, l'envoi est bloqué par la banque. La banque, je crois que c'est Belfius ou CBC qui bloque le virement parce que c'est un virement à l'étranger et elle me demande des papiers et tout ça pour le faire passer. Et finalement, ce virement, vous allez comprendre que 3 jours plus tard, on va le demander de l'annuler en urgence et il va être annulé. Donc, merci, même si c'est que 1/15 de ce qui avait déjà été engagé, c'est quand même une sacrée somme. Et donc, là, call super bizarre. Là, voilà, nous aussi, on a un peu, notre intuition n'est pas aussi bonne que Sandrine, mais on se dit putain, il y a un truc qui va pas. Et là, dans la semaine, enfin même pas dans la semaine, dans les 2-3 jours, moi je vais aller voir sur le BCE Search, et là c'est le drame. Là, mon monde s'effondre, et pas que le mien, hein, celui de Sandrine, celui des 2 associés. Mon monde s'effondre. Et on va voir que ces 2 sociétés sont en faillite. Elles ne l'étaient pas quand on a fait les recherches aux alentours de juin 2024. Et on va voir là en mars qu'elles ont été déclarées toutes les 2 en faillite, avec lesquelles il a fait les factures, toutes les 2 en novembre et en décembre en faillite. Et elles sont sous tutelle avec des curateurs. Et donc là, on se dit, putain, c'est mort. On s'est fait baiser, on s'est fait entuber. Les 155 000, moi... ça ne fait qu'un tour, je me dis c'est mort là, c'est parti en fumée. Et donc Ricardo, le 3e associé, fait le même travail sur la BCE et là le même jour c'est la panique à bord. Il envoie ça, moi je dis oui, j'ai vu ça aussi. Réunion d'urgence, réunion de crise, et là c'est la réunion horrible parce qu'on se rend compte tous les 4 qu'on s'est fait niquer. On s'est fait niquer. Tout prend du sens. On comprend pourquoi ça n'avançait pas, on comprend pourquoi si, on comprend pourquoi là. Et là, en fait, dans ce cas-là, je vais être honnête, il n'y a pas 10 000 solutions. Soit on pleure et on commence à faire les victimes et on se dit bon, le monde n'est pas juste, blablabla, machin. Ou soit on se bat. Et si on en est là, si j'en suis arrivé là avec Sandrine, c'est pas en pleurant et en faisant les victimes. Le monde est injuste fondamentalement. Et là, c'est la preuve de plus que le monde est injuste. Et donc, on va remonter en selle. Mais là, il a fallu le temps. Il a fallu, moi, il m'a fallu bien 24-48 heures. Les 2 associés, Ricardo, il a fallu, je pense, peut-être un peu plus, peut-être une semaine, pour faire le deuil de cet argent-là. Et puis se dire bon, qu'est-ce qu'on fait? C'est dur à encaisser. Alors toutes les émotions y passent. Hein. C'est pour ça que, encore une fois, mon langage n'est pas très châtié, est un peu hard, mais toutes les émotions y passent, l'injustice, la colère, la haine, c'est quand même dur. Et là, on va avoir le bon réflexe. Et ça, là-dessus, je pense qu'on a été vraiment smart, on a été très très bon malgré les émotions. C'est souvent dans ces émotions-là qu'on fait des conneries. On va déjà essayer. On se rend compte qu'on s'est fait avoir, ça c'est sûr. On va essayer de le recontacter pour le confronter. Là, on arrive à un problème, silence radio. Là où il répondait au WhatsApp, il les lisait,
minimum, il les répondait pas, mais il les lisait, on voyait lu. Là, on voit même plus rien. Donc là, en fait, à partir de la conversation qu'on a eue, où on se rend compte, 2-3 jours après qu'on s'est fait entuber méchant, on va plus jamais avoir de contact avec lui. Silence radio, il lit même plus les WhatsApp. Là, on se dit bon, c'est fini, c'est fini. Ça plus ça plus ça, la faillite, enfin, c'est mort, quoi, c'est mort. Et donc, ce qu'on va faire, on va réussir quand même dans cette situation de crise qui est folle, hein, qui est folle. Rendez-vous compte, 155 000 euros. On parle pas de 10 000, 15 000, 20 000, c'est une folie. On va réussir à prendre quand même un peu de hauteur. Et ça, là, par contre, je pense que le groupe a aidé. Il y a des gens qui étaient plus sanguins, il y en a qui étaient plus réservés, il y en a qui étaient plus terre à terre. On va réussir à prendre de la hauteur sur ça. Et on va la jouer smart. On va pas faire des phrases et dire je me suis fait entuber sur les réseaux sociaux, je sais pas quoi. On va la jouer smart, on va la jouer intelligent, stratégique. On va prendre directement contact avec une avocate pour faire les choses bien. Vinciane, qui est dans le réseau du club, qui est excellente. Elle nous aide aussi sur un autre deal que j'aurai l'occasion de présenter quand il sera terminé, parce que là on est au tribunal. Et là, avocat. Et donc on lui explique la situation. Et là elle nous dit écoutez, je suis désolé de vous le dire, mais il y a des chances que c'est fini. Les 155 000, on va faire une croix dessus. Mais on va quand même essayer de faire ce qu'il faut pour aller rechercher de l'argent. On sait jamais. Elle nous dit on sait jamais, ça arrive rarement, mais on sait jamais. Et donc là elle va nous expliquer les démarches de ce qu'il faut faire. Et donc, je vais vous expliquer ce qu'il faut faire dans cette situation. Ça, c'est vraiment priceless. C'est de l'or en barre. Quand vous vous faites entuber comme ça par un mec, et déjà, arrêtez le chantier le plus tôt possible. OK? Arrêtez le plus tôt possible. Nous, on aurait dû arrêter à 100 000, pas à 155. Ça aurait déjà fait quand même 55 de plus dans nos poches. Vous arrêtez tout et là, vous bloquez tout. Ça, c'est clair et net. On arrête tout. Vous allez vous rendre compte qu'il est en faillite, ça, d'accord? Qu'est-ce qu'on fait? Là, en fait, vous passez via un avocat et l'avocat, en fait, elle va prendre contact avec les curateurs de la société en faillite, ok? Et elle va faire ce qu'on appelle je sais plus exactement le terme, une demande de créance ou je sais pas quoi, en bon uniforme aux avocats curateurs de la société qui est en faillite, qui ont repris la tutelle de la société en faillite. Et en fait, en faisant ça, elle fait une demande de créance et s'il reste de l'argent dans la boîte, ce qui est souvent pas le cas, mais bon, parfois ça peut arriver. Le curateur va d'abord payer les créanciers principaux, la banque, toutes ces choses-là. Et puis, nous, les créanciers secondaires, malheureusement. Et avec ce qui reste, imaginons 50 000 et il y a 500 000 de dettes, nous, on va peut-être récupérer 10 000. Voilà, imaginons. Donc, on va pas récupérer grand-chose, voire même des cacahuètes, mais au moins, il faut le faire, cette chose-là, parce que c'est ça qui est important. Si vous voulez redémarrer le chantier avec un autre entrepreneur, et c'est ce qu'on va vous expliquer, on est en train de faire plus tard, il va falloir faire ces démarches-là parce que si vous les faites pas, vous ne pourrez pas espérer recevoir quelque chose. Alors la deuxième chose à faire, c'est à faire ce qu'on appelle une expertise, soit unilatérale ou soit des deux camps. Il faut mandater un expert judiciaire qui va venir expertiser, constater les travaux qui ont été faits. Et donc là, en fait, il va venir, c'est en cours, hein, c'est l'avocat qui s'occupe de ça et qui le mandate. Il va venir expertiser notre chantier. Il va venir constater que sur les 155 qu'on a donnés, il y a peut-être 20, 25, 30 000 euros qui ont été faits. Et donc, qu'on peut réclamer aux curateurs qui font la liquidation la différence, c'est-à-dire 120 000 euros. Imaginons, dans ce cas-là, j'en sais rien combien il dira qui a été fait. Peut-être qu'il va dire, ouais, il y a 5 000 qui a été fait, je sais pas. Mais on espère que le moins possible a été fait. Comme ça, on pourra demander le plus et espérer récupérer le plus. Mais nous, on s'est fait à l'idée que c'était mort. De toute façon, imaginons qu'on récupère 5, 10, 15, 20 000, ce serait du pur bonus et nous, on compte pas là-dessus. Donc, à partir de là, quand il y aura eu l'expertise de l'expert judiciaire, on va pouvoir redémarrer les travaux parce que tout aurait été fait dans l'ordre. Si vous ne faites pas ça dans cet ordre-là et que vous redémarrez directement avec une autre société de rénovation, vous pourrez pas faire les démarches pour récupérer de l'argent. Et on sait jamais, 10, 15, 20 000, c'est possible. Et alors, dans un autre temps aussi, il y a une chance dans cette logique-là, c'est que il a fait une société en commandite, une SC. Une SC en commandite simple, c'est-à-dire qu'en fait, il s'est mis en gage personnel et donc on peut aller rechercher des choses sur son patrimoine privé. Nicolas C est un investisseur, à moins qu'il ait vraiment fait un coup de hyper planifié, qu'il ait vendu tous ses deals en perso et qu'il ait foutu l'argent ailleurs. Si c'est pas le cas et qu'il a eu je sais pas quoi,
il y a moyen de se retourner sur son privé et d'obliger à vendre, à faire des saisies sur son privé, de vendre les biens en privé pour récupérer l'argent. Donc ça, c'est bien aussi quand vous bossez avec quelqu'un dans la construction qui est en SC, société en commandite simple. Et ben ces sociétés-là, votre privé est lié à votre société, contrairement à une SRL où là, c'est pas du tout le cas. Il y a une différence et la SRL, ce qui est dans la SRL, c'est tout ce qu'on peut saisir. Donc ça, c'est quand même bien. Donc on a fait ce qu'on appelle une enquête avec un huissier qui va constater tout ce que Monsieur Nicolas a en privé et on pourra faire les démarches pour qu'il les vende et qu'il se soit saisi et qu'on récupère une partie de notre argent. Donc voilà, c'est quand même assez intéressant comme mécanisme. Fallait passer dedans pour avoir ces infos-là et j'espère que vous les aurez jamais parce que si vous les avez un jour, c'est que vous êtes dans mon cas et c'est pas agréable du tout. C'est vraiment même horrible. Et donc voilà, là les démarches vont continuer fin mars. Et juste aussi une autre astuce, je l'ai mis ici. A posteriori, moi c'était vers février, fin février, j'avais eu une réunion avec notre comptable, avec Maïri, et en fait, il nous a expliqué que quand on est, parce que là le deal que je fais c'est en société, je l'ai pas dit mais c'était évident, en société, l'achat-revente c'est en société avec les deux associés là. Quand on fait de l'immobilier en société, on a plus de responsabilités qu'en tant que privé. Et c'est-à-dire qu'il y a quelque chose qui s'appelle une obligation de retenue. Donc, je vous invite à le noter, hein. Obligation de retenue, vous tapez ça, il y a un truc qui s'appelle checkobligationderetenue.be, vous pouvez pas le louper. Vous mettez le numéro de la société de travaux avec laquelle vous bossez, ça aussi c'est un gros truc à red flag, et vous allez voir si elle est clean ou pas. C'est-à-dire que dans la loi, si on est une société et qu'on fait un deal avec une société, on a plus de responsabilités, on a moins de protection qu'en tant que privé. Si vous êtes en privé, vous faites pas chier avec ça, mais quand même, c'est utile d'aller voir. Parce que si vous allez voir ça, en fait, ça va vous permettre, l'obligation de retenue, elle va mettre en avant si la société de travaux a des dettes à l'ONSS et aux impôts. Je suis désolé de le dire, mais une société qui a des dettes à l'ONSS et aux impôts, c'est une société déjà qui est pas terrible. Donc, après, ça peut s'expliquer. Vous lui demandez des comptes, vous lui demandez, mais en tout cas, quand vous tapez le numéro de la société, en privé, vous pouvez le faire, ça vous met déjà un petit red flag. En professionnel, là, c'est encore pire parce que quand il y a une obligation de retenue, vu que vous êtes un professionnel, écoutez bien ça, c'est une folie. Vous êtes un professionnel, vous êtes dans l'obligation légale de faire une retenue, c'est d'où l'obligation de retenue, hein, c'est bien un bon mot. Vous êtes obligé de retenir une partie de la facture que vous devez à cette personne-là et d'envoyer une partie de la facture, ça va entre 10 à 30%, je crois, à l'État en fait. Imaginons sur les 10 000 ici, sur les 10 000 que j'envoie à Nicolas C, je devais retenir, je sais pas les sommes exactement, mais 10%, je crois. Donc 1 000 € que j'aurais dû envoyer de manière volontaire moi-même à l'État pour payer ses dettes. Et si je ne le fais pas, je peux avoir des soucis. Donc bien évidemment, ici on verra ce qui va se passer parce que nous on ne le savait pas. Moi j'ai appris ça assez tard sur le tas et voilà, ça c'est gros game changer. Si vous êtes en société, quand vous payez des factures à une société de travaux, vous devez le faire. Et si le mec est pas content, c'est pas votre problème, vous en avez rien à battre. Alors là, qu'il aille se faire foutre, parce que si vous ne le faites pas, vous pouvez avoir des soucis dans le futur. Et honnêtement, il a qu'à payer ses dettes. Hein. Je veux dire, voilà. Donc voilà, ça c'était aussi un truc que je voulais dire parce que je suis un peu passé outre, mais je trouvais ça super intéressant. Obligation de retenue. Alors, je reviens ici à nos moutons. On déclenche les démarches avec Vinciane. Elle commence à investiguer avec les curateurs. Et là, vous n'êtes pas prêts. Alors là, vous n'êtes pas prêts. Moi, j'étais pas prêt. Je pensais qu'on était dans un truc déjà tristement classique, mais horrible, catastrophique d'une arnaque avec une société en faillite. Eh ben non. Nicolas C a été beaucoup plus loin. C'est pas clair le pourquoi du comment, mais on a appris qu'il était en prison, incarcéré en prison. Voilà, c'est pas rien. On se croirait dans une série Netflix. Alors, on sait pas pourquoi, on sait pas comment. Et honnêtement, on s'en fout. Mais on s'est dit, c'est un truc de zinzin en fait. On comprend maintenant a posteriori pourquoi il était fébrile dans sa voix en fait, parce qu'il allait sûrement finir au cachot pour je ne sais pas combien de temps. Hein. Vu qu'on ça n'a rien à voir avec notre cas, mais on s'est dit waouh, c'est le pompon sur la Garonne, ça c'est quand même hallucinant. Et donc, on va arriver en avril et là, c'est là où je tourne mon podcast le mois d'avril. En fait, là, les démarches avec les avocats,
voilà, sont lancés, vous l'avez compris, donc on suit le cours. On va pouvoir, on a eu l'accord du curateur, parce qu'il faut l'accord du curateur pour pouvoir désigner l'expert qui va venir faire l'expertise pour voir l'étendue des travaux et savoir combien ont été faits réellement. Et donc, il nous reste à peu près, 130 000, 120 000 euros ici de travaux. On va se démerder un peu pour arriver à 150 000. Et donc, on va finir ce qu'on peut finir avec ces 150 000 euros-là et limiter les pertes. Donc, on n'est pas en train de pleurer sur l'épaule et dire que le monde est injuste, je sais pas quoi. On est orienté solution. De toute façon, on n'a pas le choix. Hein. De toute façon, c'est ça ou rien. Et donc, avec ce qu'on a, on va essayer de finir ce qu'on peut. Alors là, là, c'est fini. Hein. Maintenant, moi, ce sera une de mes leçons. Je ne passe plus jamais dans ma vie qu'avec 2 partenaires travaux. C'est les 2 partenaires travaux que je conseille, qu'on recommande aux membres du club. Et alors, si les membres du club travaillent pas avec eux et qui prennent, je sais pas qui et qui sont entubés, voilà, c'est dommage. Mais moi, je le dis là haut et fort, je le lance dans l'univers. Je ne bosserai plus qu'avec les 2 partenaires travaux qui sont dans le club. OK? Donc, et là, bien évidemment, les 150 000 qui restent, on a appelé en urgence un des 2. On lui a dit, écoute, on est dans la merde. On s'est fait salement avoir. Est-ce que tu peux nous aider à sauver les meubles? On lui a dit, écoute, ce sera pas un chantier où, voilà, ce sera pas le chantier du siècle, mais nous, on veut sauver les meubles en fait. Nous, dans le pire scénario, ici, on espérait 350 000 euros de plus-value. Là, si on récupère nos fonds propres, 50 000 chacun, et peut-être une petite plus-value de 25 000 chacun, c'est déjà Byzance, hein. C'est déjà Byzance. Hein. Donc là, ici, on va voir. On va voir ce qui est possible de faire. Il est déjà venu faire un devis. Il revient avec son chef de chantier ici vendredi. Hein, donc voilà. Et puis on va voir. Moi, j'ai l'espoir. On verra. J'ai l'espoir fou que ils puissent finir les deux triplex, qu'on puisse les revendre et qu'on fasse le nécessaire dans les 2 appartements selon le permis d'urbanisme pour les revendre casco, donc dans l'état. Et dans ce calcul-là, on pourrait peut-être récupérer entre 20 à 30 000 euros chacun. Voilà, peut-être qu'avec ce budget-là, il arrivera à faire mieux. Il arrivera peut-être à en préparer les 2 du bas dans un mieux que Casco. Je ne sais pas, je n'en sais rien. De toute façon, pour ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube parce que on fera une vidéo là-dessus. À mon avis, ce sera fin d'année. Hein. Ce chantier-là sera fini, mais on sera fin d'année. Donc voilà. Alors voilà, la triste histoire de on m'a volé 155 000 euros. Alors je suis pas seul, heureusement. Pour moi, c'est un épisode d'intérêt public parce que j'ai donné beaucoup de bonnes pratiques, en tout cas de red flag à éviter. Dès qu'il y a un red flag, franchement, stoppez tout, arrêtez tout, prenez du recul, de la hauteur et arrêtez. Ça, ce serait mon conseil le plus important. Et en fait, je voulais faire cette vidéo parce que ici, moi, j'ai cette chance de faire de l'immobilier depuis 2018, fin 2018, début 2019. J'ai créé le club, j'ai un peu de bouteilles, j'ai un peu d'investissement aussi, ça c'est important. Les 2 autres associés avec qui je suis ont aussi de la bouteille. Il y en a un, ça fait 10-12 ans qu'il est dans l'immobilier, il y en a un autre, ça fait maintenant 5 ans. Il fait aussi de l'achat-revente, donc il a de la trésor. En fait, ce coup-là ne va pas nous être fatal. Il va nous faire mal, bien évidemment, mais il va pas être fatal. Il va ralentir beaucoup de choses, il va ralentir beaucoup de choses et on va gagner beaucoup moins que ce qui était prévu. Et dans le pire des cas, on va récupérer nos fonds propres et voilà. Hein. Mais ça, ce serait arrivé à des gens qui démarrent dans l'immobilier, qui bossent, qui sont pas dans le club et qui font ça dans leur coin et qui prennent un entrepreneur en travaux. Vous tombez sur Nicolas, le fameux là ici. Et vous êtes à ma place et vous mettez 150 000 euros de travaux et imaginons sur 250, il vous en prend 150 et vous n'êtes pas dans une optique d'achat-revente, vous étiez dans une optique de location, vous êtes foutu. Vous êtes foutu. Votre carrière immobilière, elle est pas morte et enterrée, mais c'est pas loin, quoi. Parce que vous êtes démunis, vous avez un crédit à payer, vous savez pas le payer parce que vous n'avez pas de cash flow pour compenser ça. Moi ici et les 2 associés ont du cash flow pour compenser le crédit et les charges qui tombent. Là, vous n'avez rien. Et donc, vraiment, faites très, très attention dans le milieu du bâtiment. C'est un des milieux les plus dégueulasses dans l'investissement immobilier.
C'est triste à dire, mais voilà, ils sont pas tous comme ça, mais il y en a quand même beaucoup. Et donc, faut faire très très attention. Donc, j'espère que les red flags que je vous ai donnés pourront vous aider à pas tomber dans ce drame-là. Voilà, je l'ai dit ici, mes conclusions, elles sont simples. Dans les travaux, il y a beaucoup d'arnaques et c'est difficile de trouver des corps de métier de qualité. Malheureusement, le domaine du bâtiment subit cette mauvaise image et moi ici, là, vous imaginez même pas. Tu n'imagines même pas, toi qui m'écoutes, c'est ancré au fer rouge sur mon âme, hein, ça. C'est les travaux, Florent, c'est avec un gros point d'attention maintenant, hein. Là, je le dis, les travaux, je ne bosserai plus jamais qu'avec ces 2 corps de métier qui sont ceux qu'on recommande avec ceux du club. Et c'est tout. Ce sera définitif avant très longtemps. Donc ça, moi, je suis très clair. Pour avoir accès à ces 2 corps de métier, il n'y a pas beaucoup d'options. Soit vous devenez client du club élite, ou soit vous devenez client du club prestige. Club prestige qui sortira en septembre, mais qui sera uniquement adressé à des gens qui ont de la bouteille. Donc, si vous êtes débutant, c'est plutôt club élite. Si vous avez de la bouteille, ce sera club prestige. Et je mettrai le lien en bas. Non, je mettrai pas le lien parce que voilà. Mais là ici, le produit n'est pas encore sorti. Mais allez voir sur notre site web www.le-club.co. Vous verrez le club prestige si vous avez de la bouteille. Club Elite, vous le trouverez assez facilement. C'est le produit le plus standard. C'est notre accompagnement star, on va dire ça comme ça. Et la dernière conclusion, et ça c'est une conclusion que je me disais déjà, mais là l'univers m'a foutu une grosse claque là, même plus qu'une claque là. Vous voyez dans les concours de gifles, vous avez peut-être déjà vu ça. C'est pas une petite claque là, c'est là il m'a mis KO. L'achat, rénovation, revente. Je vais tirer un trait dessus avant quelques temps. Je vais pas revenir là-dessus. C'était mon premier. Et il y a rien à faire, hein. Chat échaudé craint l'eau froide. Je ne suis pas prêt de revenir dans l'achat, rénovation, revente. J'avais déjà ce feeling, cette intuition au fond de moi qui me disait Florent, te fais pas chier avec les travaux. C'est une prise de risque, c'est une prise c'est plus de temps, c'est plus de gains bien sûr, mais c'est pas un truc qui te convient. T'es pas spécialiste des travaux, c'est pas un truc qui te fait vibrer. Je l'avais déjà en moi, mais je voulais essayer. Et là, oh là, l'univers là m'a dit, il m'a dunké dessus là. Hein. Clairement, il m'a dit non, Florent, t'arrêtes tes conneries, c'est fini l'achat rénovation revente, c'est fini, ne fais plus ça. Et donc, je vais plutôt me tourner vers ce qu'on appelle l'achat revente sans travaux, qui est soit de l'achat revente option ou soit de l'achat revente express, où on achète, on revend. Ce que j'ai fait du côté de Arlon ici. Voilà, je crois pas que j'ai fait d'études de cas là-dessus, mais j'en ai parlé dans la communauté avec les clients du club. On a pris avec Sandrine à peu près 55 000 euros de plus-value brute, bien sûr, hein, bien évidemment, c'est du brut. Alors, en net, ça faisait plutôt une trentaine de milliers d'euros bruts. Et là, on a juste acheté avec un crédit bancaire et on a revendu en société, bien évidemment, hein, parce que c'était le but. C'était un straight loan à but marchand de biens. Et ça me correspond plus. On fait pas de travaux, on fait rien, on avance. Et c'est la philosophie d'un des mentors qu'on suit avec Maïri pour le moment. Et on fait un peu moins de marge, mais ça va diablement plus vite et il y a beaucoup moins de risques et d'emmerdes. Ok. Donc voilà, ce sera mes 3 conclusions. En tout cas, j'espère que cet épisode d'intérêt public a pu t'aider. C'était vraiment mon but. C'était aussi le but de montrer les coulisses. Je pense qu'on a toujours été très transparent avec Maïri, contrairement à d'autres. Que ce soit dans toutes nos études de cas, on explique toujours les points positifs et les belles réussites, mais aussi les galères et les emmerdes. Ici, c'était une méga apocalyptique emmerde, mais je trouvais bien de la partager, même si j'ai hésité longtemps. J'espère qu'en tout cas, ça t'a aidé, ça t'a ouvert les yeux et peut-être mets ce podcast de côté le jour où tu seras dans des travaux et que tu auras des trucs un peu louches, où ton intuition te dit c'est bizarre. Ça, honnêtement, l'immobilier, c'est de l'humain. Et je l'apprends de plus en plus. Et c'est pour ça que ma compagne, qui croit souvent qu'elle est pas forte en immobilier, alors qu'en fait, je pense que c'est une des plus compétentes qu'on puisse trouver sur le marché parce qu'elle a beaucoup d'intuition. L'être humain, l'immobilier, c'est de l'être humain, c'est du relationnel. Et il faut savoir écouter son intuition. L'intuition, c'est la somme de toutes tes connaissances, de tous tes pressentiments inconscients. Hein. C'est jamais que ça, l'intuition. Et il faut savoir l'écouter. Et donc, si un jour, dans les travaux, ton intuition, ton instinct te dit « Putain, ça pue. Là, il y a un truc qui va pas. Il me demande trop vite des acomptes. C'est bizarre. Ça avance pas assez vite avec ce que j'ai donné. »
réécoute ce podcast et fais ton analyse avec les red flags que j'ai donnés. Et il y a des grandes chances, pas toujours, mais que les red flags soient levés et qu'en fait ça pue. Donc voilà, l'idée c'était vraiment de pouvoir t'aider, t'avertir, mais aussi te montrer que tout n'est pas toujours rose dans l'immobilier. On va limiter la casse ici, on va limiter les pots cassés, mais ce genre d'aventure à quelqu'un qui débute aurait mis son aventure à terre, clairement aurait détruit les rêves d'une personne. Et je voulais humblement faire cet épisode pour pouvoir protéger ce genre de personne qui est peut-être toi qui m'écoutes et qui va te lancer très très prochainement dans l'immobilier. Voilà, merci de m'avoir écouté et à très bientôt. Ciao, ciao. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Si tu veux te lancer dans l'immobilier et tout savoir sur l'immobilier en Belgique en 2024, j'ai une très bonne nouvelle pour toi. J'ai créé une communauté 100% gratuite dédiée à l'immobilier en Belgique. Je balance des formations, je lance des lives chaque semaine et surtout, il y a un onglet communauté où je réponds à toutes tes questions. Si ça te parle, il suffit de cliquer sur le lien dans la description, dans la vidéo pour nous rejoindre. C'est 100% gratuit et la valeur est au rendez-vous. Merci encore et à très bientôt. Ciao, ciao.